Élection américaine 2020, deuxième round. Alors ce qu'on peut dire déjà, d'ores et déjà, c'est qu'au-delà de l'émotion et de la passion qui a suscité cette élection, eh bien, on n'est pas au bout de nos surprises, évidemment. Je pense personnellement que l'on peut s'attendre à un coup de théâtre avant la validation définitive par le collège électoral de l'investiture du nouveau président des États-Unis. Alors déjà, pour commencer, il faut quand même dire pourquoi c'est important l'élection présidentielle américaine pour tout le monde et pas seulement pour nos amis américains, pas seulement pour le peuple américain, parce que j'ai vu effectivement, j'ai eu des remarques, on m'a dit ça sert à rien de s'occuper de ça, ou alors pourquoi vous vous occupez de ça, occupez-vous de vos affaires personnellement, sous-entendu vous les petits Français vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Alors je suis assez d'accord sur la remarque. Maintenant, pourquoi on doit s'inquiéter et s'occuper d'élections américaines? J'ai envie de vous dire, si vous faites partie du Proche-Orient, allez dire à un Libyen ou un Syrien, par exemple, que l'élection américaine n'a pas d'incidence sur sa vie. Je pense qu'il va vous rire au nez. Ceci dit, non, je crois qu'ils n'ont pas vraiment envie de rigoler. Mais bon, vous avez bien compris que si on considère que les États-Unis d'Amérique, c'est l'Empire, évidemment, l'empereur a son importance. Puis on sait très bien que la politique américaine, et notamment au niveau de la politique extérieure, eh bien, elle dépend essentiellement des gens qui sont aux manettes. Alors, ça va au-delà du simple fait et de la structure démocrate-républicain, puisque à l'époque de Bush, Bush était républicain, on a eu le même bordel à l'extérieur. Non, j'ai envie de vous dire, c'est une distinction qu'on peut faire entre les mondialistes et puis ceux qui veulent faire du capitalisme de terroir, comme Trump. Alors, bon, ceci dit, ils sont plus très nombreux maintenant. C'est pour ça que l'élection de Trump est importante, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une élection qui va concerner les Américains, qui va concerner les gens qui vivent localement sur le territoire des États-Unis, mais évidemment le monde entier. Et cette élection va avoir une incidence sur notre vie, et pas seulement pour le coup sur les pays du Proche-Orient, mais sur nos vies à tous, dans les pays occidentaux, parce que vous savez très bien, pour ceux qui se tiennent au courant, qu'il y a un petit agenda mondialiste derrière à horizon 2030, qui sent pas très très bon pour nous. Voilà, tout simplement, on a un communisme 2.0 qui est en train de s'installer au sein des pays occidentaux, et les gens qui ont voté Biden n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez, évidemment, Trump ceci, cela, Trump bashing habituel, sa mèche blonde, le mauvais président, Trump qui fait que des conneries, etc., etc. En attendant, pendant son mandat, on n'a pas eu de guerre. Je pense que le peuple américain peut se satisfaire de son travail, puisqu'on a eu un taux de chômage, y compris chez les Blacks et les Latinos, qui a été historiquement bas, jusqu'à ce que les démocrates lui balancent cette crise dans les dents. Et puis, derrière, effectivement, America First, c'est comme je dis toujours, ces gens-là... On ne fait pas partie de la même classe. Moi, personnellement, Trump, je dîne pas avec lui tous les jours. Donc, l'intérêt parce que les gens se passionnent toujours. Ils se disent, ils ont un cheval et ils veulent voter pour le... Voilà, on mise tout sur les bleus, on mise tout sur les rouges. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir vraiment dans quelle catégorie ces gens se rangent. En Trump, on sait qu'il fait du capitalisme de terroir. Donc, quand vous êtes un Américain de base... Vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'on rapatrie les usines sur le sol américain pour pouvoir avoir du boulot, tout simplement. Vous avez intérêt à ce qu'on baisse les taxes pour pouvoir être moins étranglé, y compris pour les sociétés, puisque c'est les sociétés qui vous embauchent. Donc il y a toute une logique derrière ça. Maintenant, si vous votez pour les mondialistes, il ne faut pas pleurer derrière si effectivement vous n'avez pas de boulot. Voilà. Donc, mais bon, on voit bien la fracture qui s'est opérée au sein des États-Unis, au sein du territoire même. On voit que les côte ouest et côte est, votent majoritairement pour les mondialistes, ce qui peut se comprendre puisqu'on a des villes qui sont mondialisées avec des gens qui travaillent, on va dire, à l'international. Mais bon, la majorité du peuple américain, ils travaillent aux États-Unis. C'est des gens qui sont patriotes, c'est des gens qui ont envie d'avoir du taf pour simplement nourrir leur famille. Voilà. Donc c'est la seule chose qu'il faut comprendre, c'est tout. Alors évidemment, pour nous, c'est super important en tant qu'Européens parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on mène une sorte de lutte à mort, on va dire, contre les mondialistes. Parce qu'au-delà de cette mondialisation qui s'est mise en place dans les dernières années et dont on a bénéficié aussi, quand on achète des produits chinois à pas cher, on est bien content aussi de pouvoir s'acheter un tas de gadgets qui servent à rien.
même si au passage, eh bien, des fringues, des chaussures, etc., même si au passage, on sait très bien que bah, ça enlève du boulot aux gens qui avaient à l'époque la possibilité de travailler dans des usines localement pour fabriquer ces mêmes choses, hein. Voilà, donc il y a une part d'égoïsme là-dedans. Ceci dit, maintenant, on arrive au bout du cycle. Et comme on va vers du communisme, hein, je vous renvoie à ce que j'avais déjà dit, et d'autres aussi, hein, sur ce fameux grand reset qui se profile à l'horizon, et puis les 8 prédictions de Klaus Schwab, hein, ce bienfaiteur de l'humanité, hein, qui entrevoit d'ici une dizaine d'années bien un énorme changement au sein de nos structures, hein, de société, et notamment au sein de la structure de la société occidentale, puisqu'on veut nous emmener vers du communisme, c'est-à-dire vous ne posséderez plus rien, et puis vous serez tous pucés, hein, grosso modo, c'est un petit peu ça, hein, avec l'intervention au passage de monsieur de Kill Bill. Voilà. Donc, pour nous, cette élection présidentielle américaine, eh ben, elle revêt une importance capitale, voilà, tout simplement, parce que elle va être lourde de conséquences dans les années qui vont suivre. Et puis, soit Trump est élu et à ce moment-là, on va pouvoir voir un ralentissement de ce programme, soit il est évincé et puis là, on aura une accélération et auquel cas, il va falloir vraiment se mettre à l'abri en attendant que ça s'effondre. Puisque, bon, ça c'est mon côté optimiste, je pense qu'ils vont se péter la gueule, ça va pas fonctionner leur bidule. Des tours de Babel, il y en a déjà eu dans l'histoire, celle-ci elle est belle, hein, mais bon, elle s'effondrera, elle fera peut-être même plus de bruit que les autres, hein, mais elle finira par s'effondrer. Donc, au final, quelle est la stratégie de Trump? Tout le monde a, et notamment les médias qui sont évidemment inféodés à la botte des mondialistes, et puis tous les, on va dire les chefs d'État occidentaux, tout le monde a adoubé tout le monde a adoubé Biden, hein, en célébrant sa victoire, alors que c'est pas encore fait, tout simplement. Il n'y a que M. Poutine, hein, qui est resté sur sa réserve en attendant la décision définitive qui doit avoir lieu mi-décembre. Alors, quelle est donc la stratégie de M. Trump? On sait très bien que depuis qu'il a été élu, les démocrates n'ont fait que de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça a été impeachment ceci, puis impeachment par là, l'affaire des Russes, etc. Bref, sans succès, et il est resté aux manettes jusqu'à présent en s'en prenant plein les dents. C'est-à-dire que même humainement, il faut quand même pouvoir encaisser tout ce qu'il a encaissé. Donc on peut dire que ce mec-là, il est en titane. Alors, au-delà d'être en titane, ça reste quand même un homme d'affaires à la base. C'est-à-dire quelqu'un qui sait négocier, quelqu'un qui a une stratégie. C'est une sorte de chef de guerre, on va dire. Et donc aujourd'hui, eh bien, croire qu'il n'avait pas prévu ce qui se passerait, ça relève de l'utopie, hein, très clairement. Et on voit bien que quand il commençait à jouer au golf avec ses potes, alors qu'on annonçait Biden victorieux, on peut se dire, bon, le mec, il a l'air quand même tranquille dans ses baskets. Il a dû prévoir quelques cartouches de réserve. Et c'est effectivement ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui, on en sait un peu plus. Alors, pour l'instant, avec les décomptes, et évidemment, on va dire les Américains qui ont survécu à la guerre de sécession, qui ont voté pour Biden, on arrive effectivement à une victoire de Biden. Alors maintenant, il y a évidemment, Trump a mis ses avocats sur le coup. Il va y avoir, je pense, des procès, hein, derrière qui vont suivre. Quelle est donc sa stratégie? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, d'après certains analystes, c'est tout simple. Le but du jeu, c'est pas de faire fonctionner le collège électoral en remettant en question ce qui a été fait. C'est tout simplement d'invalider les plus de 270 électeurs qui sont nécessaires à l'élection et à la reconnaissance de la victoire du nouveau président des États-Unis. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre d'États clés qui sont importants, hein, qui permettraient de faire redescendre finalement ce nombre de grands électeurs. Et donc, parmi ces États, hein, j'ai pris la liste, il y a la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada, le Michigan ou l'Arizona. Donc, s'il arrive à prouver qu'il y a eu une fraude massive, et bon, quand on voit le listing de gens, comme dit, hein, qui sont morts dans les guerres indiennes ou lors de la guerre de sécession, qui ont pu voter démocrate cette fois-ci, on se dit que techniquement, pour un avocat qui officie pour le président actuel, hein, des États-Unis, ça ne doit pas être trop compliqué de pouvoir prouver le truc. Et si on en arrive à ça, eh bien, on va avoir un renversement, hein, dans le vote, tout simplement. Biden n'aura plus ses 270 électeurs. Et alors là, suivant la Constitution américaine, eh bien, l'élection est renvoyée à la Chambre des représentants. Alors évidemment, là-bas, c'est Pelosi, hein, qui drive, hein, parce que c'est démocrate. Mais
ce ne sont pas les représentants démocrates qui vont voter à ce moment-là, c'est les représentants des États, tout simplement. Et a priori, il y a plus d'États républicains que d'États démocrates. Je crois qu'on a une différence, alors j'ai pris les notes, de 26, voilà, 26 États pour les républicains, 23 États pour les démocrates. Ce qui ferait que, eh bien, d'un point de vue constitutionnel, à ce moment-là, ça serait Trump qui serait élu. Alors il y a déjà eu un précédent dans l'histoire, hein, au 19e siècle, en 1840 je crois, où le président a été élu de cette façon. Voilà. Donc effectivement, si ce coup réussit, ce coup magistral réussit, bon, eh bien, je ne dis pas qu'on est sauvé, mais l'élection de Trump ralentira cet agenda mondialiste, et ça sera quand même toujours mieux pour nous, et puis ça sera mieux aussi pour les pays du Proche-Orient, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'élection de Biden, quand on regarde un petit peu les marchés financiers, bon, bah on a une accélération, hein, ça veut dire que le marché soutenait essentiellement Biden. Et puis quand on regarde certains éléments financiers, hein, j'ai regardé par exemple un ETF qui va traquer les meilleures valeurs qui concernent l'armement. Eh bien, ça a pris quelques pourcents quand même, 10 ou 15% juste après l'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs ils se sont dit, chouette, les démocrates reviennent aux affaires, eh bien, le business de la guerre va reprendre. Voilà, génial. Donc du coup, effectivement, si Trump est officiellement élu de cette façon, alors ça sera une bonne chose évidemment pour nous, hein, mais ça sera aussi une bonne chose parce que ça se sera fait de façon démocratique. Parce que, à mon sens, on est aujourd'hui à un virage, on est à un tournant qui est dramatique hein, dans l'histoire de l'humanité. Je pèse mes mots en disant ça. Et vous savez, on compare souvent l'Empire romain avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, notre société, notre civilisation occidentale. Et on se dit, ça va s'effondrer, ça va se casser la gueule. Alors effectivement, il y a des tendances lourdes qui se développent. Hein. Moi, je suis de cet avis, évidemment. On est dans un processus d'effondrement. Hein. Ça ne va pas arriver à 3 heures, 10 minutes et 15 secondes. Telle date, hein. C'est pas 2012, attention, minuit pile, tout s'effondre. C'est pas ça. On est dans un processus long terme d'effondrement. Et puis à un moment, on a une accélération, hein, ça s'est déjà produit dans l'histoire. Rome, quand ça s'est effondré, bon bah voilà, les 10 dernières années, la population s'est sauvée de la ville hein, pour rejoindre les campagnes. Et puis, lorsque les barbares sont entrés dans la ville, le chef barbare de l'époque a rendu le sceptre impérial en disant bah non, moi ça m'intéresse pas votre truc. Et là, l'effondrement était définitif. Mais on est dans un processus qui peut prendre des dizaines d'années, hein, parfois. Et on a eu d'autres phases hein, d'effondrement dans l'histoire de Rome. Et j'ai envie de comparer Trump à Jules César, tout simplement. Alors j'ai vu, je crois que c'est Piero San Giorgio dans une de ses vidéos qui disait est-ce que Trump va franchir le Rubicon? Alors c'est très intéressant parce qu'on a une similitude quand même entre l'époque de la fin de la République et de l'avènement de l'Empire avec Jules César. On a une similitude avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une république bananière, hein, que ce soit aux États-Unis avec l'État profond ou alors en France, hein, je veux dire, mais c'est plus un secret, on le sait maintenant. Je veux dire, ils sont corrompus jusqu'à l'os. Voilà, ce sont des manipulateurs perverses qui sont corrompus jusqu'à l'os avec l'argent de nos impôts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc que vous mettiez n'importe lequel, ils sont réussi à s'organiser en réseau de façon à ce que ça soit toujours les mêmes qui gouvernent. C'est pour ça que quel que soit le président, notamment en France, qu'il soit de gauche ou de droite, ou alors le gendre parfait, hein, comme le dernier qu'on nous a collé, c'est toujours la même politique. Et puis après, il y a juste un curseur qui pousse. Hein, le gros Hollande, il n'est pas allé bien loin. Parce qu'il est un peu mou, donc on a mis Macron, hein, et puis alors lui, il a passé la seconde, la troisième, il accélère, voilà, on le voit bien. Hein. Je pense que tous ceux qui ont voté pour lui, maintenant, ne sont pas déçus. Hein. Donc, on a effectivement une période où la République est complètement vérolée, elle est complètement corrompue, et c'est toujours le même système, toujours le même problème hein, avec les républiques, c'est qu'on a des institutions qui sont mises en place, et puis petit à petit, ces institutions sont privatisées pour quelques-uns, donc on a une oligarchie qui gouverne.
Et puis, bah, il y a un moment, il faut que ça se pète la gueule, parce que c'est pas possible. Les gens, ils sont comme ça, hein. C'est-à-dire, là, on va avoir beaucoup de suicides. Ça va pas être dû au Covid, hein, ça va être dû aux petits entrepreneurs qui vont devoir mettre la clé sous la porte, qui auront perdu leur maison, parce que quand on est entrepreneur, eh bien, on investit, on croit en son projet, on se bat depuis des dizaines d'années pour, et puis bah, on fait all-in, on met tout sur la table. Et là, vous allez vous péter la gueule, parce que c'est même pas un problème d'économie, c'est qu'on vous empêche politiquement de bosser. Donc là, la force de frappe qui vous est mise en face, elle est insurmontable. Vous n'avez pas le choix, on vous envoie sinon la milice, hein, voilà, pour fermer boutique. Donc à partir de là, c'est tellement corrompu que bah, dans l'histoire et dans les cycles historiques, en général, à ce moment-là, on a une révolution, on a des personnages forts qui, on va dire, qui émergent, hein, tout simplement. Et je pense qu'on est arrivé à ce moment-là aujourd'hui. Donc, effectivement, est-ce que Trump va franchir le Rubicon? Alors, il va peut-être le faire d'un point de vue démocratique, hein, grâce à sa stratégie, mais, s'il ne le fait pas comme ça, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il aura les baloches de franchir le Rubicon et de conserver le pouvoir? Parce que là, aujourd'hui, on en est là. Jules César, à l'époque, devait lutter évidemment contre les corrompus du Sénat, hein, et à un moment donné, bon, c'était un personnage qui était, on va dire, multitâche, qui était comme beaucoup de personnages qui ont une stature historique et de chef d'État notamment. Eh bien, il était doué en stratégie militaire, évidemment, hein. Quand il a vaincu Vercingétorix en Gaule, c'est avec son génie militaire aussi. Bon, il a compté aussi sur, évidemment, le côté peu discipliné des tribus gauloises de l'époque, mais il a quand même vaincu contre une armée qui faisait 2 fois la taille de ses propres légions, hein. C'est un grand stratège politique également, et il avait aussi lui-même compris le système d'effondrement dans lequel il se trouvait à l'époque, puisque le système républicain était complètement corrompu, et puis bah, on va dire qu'il y avait déjà une crise monétaire de la dette à l'époque, hein. Et on est exactement dans la même situation aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire, cette crise sanitaire, ça n'est pas une crise sanitaire, et je pense qu'il faut vraiment comprendre ça aujourd'hui, c'est une crise économique, financière et politique, parce que derrière on a un coup d'État politique qui se met en place. On a des gens qui veulent gouverner le monde, hein, et notamment le monde occidental. Le but du jeu, c'est effectivement de mettre à genoux les États-Unis, parce qu'au milieu du passage, eh bien, il y a Trump. Alors, ce qu'on voit en Europe, si Trump n'est pas élu, ou s'il ne franchit pas le Rubicon pour conserver le pouvoir et mettre vraiment des bâtons dans les roues de ces mondialistes, ces ordures, ce qui va se passer, c'est que les États-Unis, eh bien, n'existeront plus à terme. Tout simplement, la force nucléaire sera mise au service eh bien, des instances supranationales, et puis derrière ces instances supranationales, qui gouvernera? Bah, c'est toujours les mêmes, tout simplement. On n'aura plus, nous, en tant que citoyens, aucun pouvoir là-dessus, comme c'est déjà le cas en Europe, puisqu'on sait très bien que c'est des technocrates qui gouvernent, c'est pour ça qu'on est dans une telle merde, et que la prise démocratique, eh bien, c'est néant, tout simplement. Et donc, si on en arrive là, eh bien, les mondialistes seront sur le point, ils auront franchi un cran de plus. Je ne dis pas qu'ils vont réussir, mais le but du jeu, c'est d'avoir la force de l'Empire, hein, militaire notamment, à leur service, pour pouvoir faire pression contre la Russie et contre la Chine à ce moment-là. Et là, on en sera rendu à un point de rupture totale. Alors, quand on en sera là, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, à mon sens, on va se planter méchamment, parce que tout simplement, ils sont en train de détruire les économies, ils sont en train de détruire notre civilisation occidentale, parce qu'ils ont des vues sur le monde entier dans leur délire mondialiste, hein, ils veulent gouverner, mais ils se heurteront à ce moment-là à la Chine, qui prend le leadership déjà d'un point de vue économique, hein, et puis au sein de sa zone d'influence en Asie. Et là, il y aura un problème culturel. Je ne vois pas les Chinois se coucher face à cette petite bande d'illuminés, hein, tout simplement. Mais en attendant, nous, ce qui nous concerne, on est occidentaux, on est européens, hein, américains, on n'a pas intérêt à aller dans cette direction. Donc effectivement, il faut espérer que, comme César l'a fait en 49 avant Jésus-Christ, que Trump, d'une façon ou d'une autre, franchisse le Rubicon pour leur mettre des bâtons dans les roues, parce que sinon, ça ne va pas être bon. On voit déjà que tous les pays occidentaux se couchent progressivement, que ce soit le Canada avec Trudeau, que ce soit l'Australie, l'Angleterre avec ce traître de Boris Johnson, hein, tout simplement, qui,
on le voit déjà, prévoit d'ici 2030 l'interdiction de vendre des voitures qui fonctionnent au diesel ou à l'essence. Donc il s'inscrit pleinement dans cet agenda mondialiste de 2030, hein, ce grand reset tourné autour de l'économie verte et de l'écologie. Hein. Alors encore une fois, le paravent semble sympa. Hein, alors bon, les façons de dire, hein, parce que quand on voit tous ces gens qui nous parlent d'écologie, qui nous parlent effectivement d'économie verte, etc., vous les voyez, ils font leur projection avec des MacBooks. Donc voilà, c'est fabriqué par des mômes en Afrique, ils en ont rien à foutre. Voilà, donc vos batteries, on sait très bien par qui elles sont fabriquées. Hein. Donc l'économie verte, oui, mais pas pour tout le monde. Hein. Donc il y a un moment donné, moi personnellement, je ne souscris pas à cette volonté d'un État tout-puissant qui va imposer des choses à l'économie. Je pense que l'État doit être minimaliste, mais doit avoir juste un rôle de régulateur et doit favoriser justement l'émergence d'entrepreneurs qui sont créatifs et qui vont proposer des solutions justement pour que l'humanité s'améliore. Hein, c'est tout. Alors que là, on a effectivement des politiques véreux et corrompus qui émargent pour des forces un peu plus obscures, hein, de la finance derrière, qui ont cette volonté de contrôle total. Et puis on vous met un beau paravent, hein, et puis derrière, eh bien, c'est beaucoup moins rose. Voilà. Alors il y a des gens qui redoutent le retour de la casquette et des bottes en cuir, hein, sur les pavés. Hein. Mais aujourd'hui, il faut voir que la tyrannie, c'est un bisounours arc-en-ciel, hein, qui met en place tout un tas de mesures pour votre bien. Voilà. La réalité, elle est là. Donc, effectivement, si on pouvait avoir effectivement un Jules César qui franchisse le Rubicon pour empêcher ces mondialistes de passer une autre vitesse, parce que là, ça va vraiment vite, eh bien, ça serait tout bénéfice pour nous. Alors donc, on verra. En attendant, moi, je vous invite encore une fois au niveau personnel à faire votre boulot. C'est un boulot de prise de conscience, c'est évident. C'est un boulot d'information et de réinformation. Là aussi, c'est évident, mais en attendant, ne dépensez pas plus d'énergie là-dedans, parce que les gens qui ne veulent rien voir ni entendre, eh bien, ne verront rien et n'entendront rien, ils seront bouffés tout cru, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le système de destruction lié à la nature, hein, voilà, on n'y peut rien, c'est la sélection naturelle, mais en attendant, de votre côté, vous avez un taf à faire pour pouvoir vous mettre à l'abri de tout ce bordel, et se mettre à l'abri, c'est y compris... notamment votre capital, hein, si vous en avez un, et puis vous-même, hein, tout simplement, physiquement, parce qu'il y a un moment, il va y avoir urgence, hein, à moins que vous ayez envie de vivre une pseudo-vie où il n'y a plus de contact humain, où vous ne possédez absolument plus rien, donc vous n'avez plus de liberté, où vous utilisez vos crypto-monnaies parce que le cash n'existe plus, et puis vous ne pouvez plus rien dire parce que un fonctionnaire indélicat peut vous condamner à mort socialement, économiquement en appuyant sur un bouton. Bon, si c'est ça effectivement qui vous attire, moi je peux rien faire de plus, hein, que essayer d'alerter. Hein. Voilà, moi je m'inscris dans une autre logique, tout simplement. Donc il y a des combats effectivement qui semblent désespérés. Il y a des combats qu'on n'est pas sûr de gagner, mais il y a des combats qui sont, à mon sens, fondamentaux. Et même si on n'est pas sûr de gagner, eh bien, il y a toujours des gens derrière qui reprennent le flambeau. Je pense qu'en termes de liberté individuelle, quand on a notamment des enfants, on ne peut pas faire autrement que d'ouvrir les yeux à un moment donné et se mettre debout pour dire non. Parce que si personne ne le fait, eh bien, on est amené à disparaître. Et j'ai envie de dire, quand on regarde ce que nos ancêtres ont fait pour nous, c'est quand même la moindre des choses, hein, qu'on puisse leur rendre et puis qu'on puisse offrir à nos enfants derrière. Eh bien écoutez, on attend la suite, hein, on va voir le déroulement, on aura bientôt le résultat officiel. Maintenant, peut-être, on a quand même affaire à une personnalité, il a plus rien à prouver, hein, Trump, hein, il a plus de 70 ans, je crois, il a tout fait, il a tout eu. Peut-être que c'est un idéaliste, effectivement, et puis, au-delà du fait de vouloir servir son pays et de le faire d'un point de vue démocratique, peut-être qu'il aura cette fibre du chef d'État, véritablement, qui se sentira investi d'une mission qui va aller au-delà, hein,
de son rôle de président. Et je pense qu'il a bien senti les mouvements qui se mettaient en place, les forces qui sont en opposition actuellement au niveau du monde. Hein, et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il prenne justement, lui, de son côté, ses responsabilités. Maintenant, ça ne nous affranchit pas, nous, de ne pas prendre les nôtres. Hein, mais bon, à notre petit niveau, j'ai envie de dire, on a tous un rôle à jouer. Vous avez déjà un rôle à jouer de protection vis-à-vis de vous et vis-à-vis de vos proches. Et puis d'information pour essayer d'éveiller un maximum de gens, parce que si les gens s'éveillent, on arrivera à une masse, à un moment qui permettra une bascule. On n'y est pas encore, hein. Quand je vois effectivement les remarques qu'il y a un peu partout, je pense qu'on n'y est pas encore, mais bon, c'est un travail à faire. Peut-être qu'on arrivera à un moment à une solution qui me paraît viable, hein, qui est la sécession, hein, tout simplement. On fait un partage des territoires, on met les mondialistes d'un côté, hein, avec leur société multiculturelle, leurs taxes à mort, et puis nous, on se met à côté, hein, sur un territoire où on gère notre truc, avec un côté plus traditionnel. Et puis voilà, maintenant, on a affaire à des gens, quand même, il faut quand même dire ce qui est, on a affaire à des gens qu'il faut savoir identifier parce qu'ils sont quand même vrillés du cerveau. Hein. Je veux dire, moi je discutais avec des types qui vont cracher à la gueule de Raoult, mais s'ils sont malades, ils reconnaissent que tout de suite, ils prendront une voiture pour aller se faire soigner chez lui. Donc il y a un moment, il faut aussi porter ses couilles et puis dire non, enfin je veux dire, quand on a des convictions, il faut les vivre pleinement, il faut prendre les responsabilités qui vont avec. A priori, on a quand même à des gens qui sont un peu, ils mangent un peu à tous les râteliers, quoi. Donc il faut arrêter de se faire polluer avec ça. Voilà, vous avez tous les Californiens qui vont prendre leur petite Lexus hybride là, qui vont se tailler au Texas parce qu'ils veulent plus payer de taxes, mais en même temps ils viendront polluer l'État avec leurs idées à la con gauchistes qu'ils emmènent avec eux sans comprendre vraiment que finalement, eh bien, c'est la suite logique de ces idées qui les emmène à quitter leur propre État. Hein. Donc voilà, on a affaire à des gens il y a une maladie mentale derrière ça qui est difficilement, on a du mal à combattre finalement. Hein. Donc c'est pour ça, soyez vigilants de votre côté quand vous êtes éveillé à ce genre de problématique, soyez vigilants de votre côté à ne pas vous faire polluer par ces gens-là, bien identifier qui ils sont. Hein. Peut-être que si un jour vous voyez s'il y a une inversion de tendance, on va dire, hein, et puis vous voyez un Christophe Barbier ayant jeté son écharpe rouge de coco au sol, et puis venir vous dire oui, ces mondialistes sont des salauds, le vaccin c'était vraiment de la merde, vive le professeur Raoult par exemple. Bon, je pense qu'il faudra quand même reconnaître de quel côté il est réellement ce type-là. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.